Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur les risques géopolitiques. On souhaitait organiser ce webinaire sur 1 heure aujourd'hui, à la fois pour présenter un peu notre grille de lecture sur l'environnement géopolitique et à la fois nos outils qui permettent à la fois avec l'objectif de comprendre et d'anticiper l'impact de risques géopolitiques mondiaux d'une manière opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils puissent vous aider dans votre prise de décision dans cet environnement incertain, et également d'anticiper à la fois pour votre stratégie, les opérations et les investissements. Donc moi, je suis Sandrine Lunven, je suis la directrice générale de TAC Economics. Bienvenue à tous dans ce webinaire. Je pense que petit à petit, les gens vont continuer de nous rejoindre. On va quand même démarrer dès à présent. Je vais animer ce webinaire aujourd'hui avec Thierry Apothécaire, président fondateur de TAC Economics. Et donc, avec l'objectif, aujourd'hui, je vais tout de suite rentrer sur le menu du webinaire. C'est à la fois de discuter du fond sur les risques géopolitiques et des outils que nous mettons en place chez TAC Economics pour bien suivre ces types de risques. Donc, je vais démarrer un peu par introduire l'approche que nous avons développée depuis un certain nombre d'années sur les risques géopolitiques, qui sont des outils qui sont propriétaires internes de TAC Economics, et comment est-ce que ces outils-là nous permettent d'avoir un panorama assez complet qui nous permettent de suivre et d'être alertés sur l'environnement géopolitique mondial. Euh, on va avec Thierry présenter un peu plus en détail justement 2 types d'outils quantitatifs qui sont assez complémentaires. Le premier qui est un indicateur de sensibilité géopolitique et qui a pour objectif de mesurer ex ante le degré d'incertitude qui pèse sur un pays lié aux transformations géopolitiques mondiales. Et puis, associé à ces indicateurs de sensibilité, nous développons également chez TAC Economics des signaux le plus avancés possible d'alerte sur des tensions géopolitiques spécifiques, pays par pays au niveau mondial. Et puis on terminera cette petite heure du webinaire avec quelques commentaires sur les 3 points chauds de 2024 qui sont tournés autour du Moyen-Orient, de Taïwan et de l'Ukraine. Donc on va essayer de développer ce plan-là autour de 40-45 minutes avec Thierry. Et donc pour le bon déroulement de ce webinaire, je suggère en tout cas qu'on laisse les questions pour la fin du webinaire. Et donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à inscrire vos questions sur le chat. Et nous n'hésiterons pas, en tout cas, à reprendre vos questions au fur et à mesure, enfin, dès la fin du webinaire, pour y répondre le plus efficacement possible. Alors, en introduction, donc sur notre approche et comment est-ce que nous travaillons chez TAC Economics sur les risques géopolitiques. Alors, la première chose, donc vous savez, beaucoup d'entre vous nous connaissez déjà très bien, mais on a l'habitude chez TAC Economics d'avoir à la fois une sorte de grille de lecture sur les transformations géopolitiques en cours. Donc ça, c'est d'avoir un cadre conceptuel formalisé qui nous permet de réfléchir et d'apporter voilà, cette grille de lecture sur les transformations géopolitiques. Et donc là, on reviendra spécifiquement sur certains points et notamment sur les points chauds. Et puis, associé à des outils quantitatifs. C'est-à-dire que vous avez l'habitude avec nous, que ce soit sur la géopolitique, sur le risque pays ou le risque environnemental ou d'autres sujets, on a l'habitude chez TAC Economics d'y répondre avec
des méthodes, des outils quantitatifs, des échanges et puis des analyses. Et donc, c'est important, nous, dans notre approche sur les risques géopolitiques, d'arriver avec un ensemble d'outils quantitatifs qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui là, qui nous permettent d'enrichir, justement, d'apporter à cette grille de lecture géopolitique des éléments de comparaison entre les pays et qui permettent à la fois d'y voir un peu plus clair dans cet environnement incertain. Ces types d'outils, on en a développé de 3 types. Le premier type d'outil correspond à des ratings, en fait. Donc là, on va revenir là-dessus, et notamment ce que je mentionnais en introduction, où on va vous présenter notre indicateur qu'on appelle GPSI, qui est un Geopolitical Sensibility Index. Donc c'est un indicateur de sensibilité du risque géopolitique pays par pays, et qui vraiment a pour objectif de mesurer donc le degré de sensibilité de chaque pays aux tensions géopolitiques en cours. Donc on essaye d'avoir un premier outil qui permet de comparer pays par pays la sensibilité aux événements géopolitiques. Ensuite, on a des outils évidemment de simulation. Donc là, c'est plutôt effectivement d'être en capacité de développer des outils, des modèles économétriques qui permettent de à la fois mesurer l'impact d'un scénario géopolitique, de mesurer l'impact d'un scénario de fragmentation géopolitique, de pouvoir tester des chocs spécifiques sur des tensions spécifiques, que ce soit Taïwan, le Moyen-Orient ou d'autres types de chocs, mais d'être en capacité d'identifier quantitativement et de pouvoir fournir des scénarios de long terme d'impact d'un choc géopolitique sur un ensemble d'agrégats macroéconomiques, financiers, sectoriels. Donc on a ce premier outil de routing, ce deuxième outil d'outils de simulation qui a pour objectif de fournir des scénarios. Et pour compléter ces deux outils, on a le dernier outil qui est un outil de système d'alerte précoce. Donc lui, c'est vraiment un outil en temps réel basé sur des outils d'intelligence artificielle à partir de la presse internationale, et qui est une sorte, on va dire, alors on crée plusieurs indicateurs dans ce système d'alerte, mais qui est une sorte de sismographe des tensions géopolitiques mondiales. Et donc, on développe également ces outils pays par pays depuis un certain historique. Donc, c'est vrai qu'on a développé pas mal de recherches sur ce pan-là, hein, nous, on le tourne autour d'ailleurs globalement d'un terme que nous appelons les EBU, pour Expected but Unpredictable Event, dans lequel effectivement on intègre les risques géopolitiques, les risques climatiques ou environnementaux globaux. Et donc avec cette difficulté de vouloir, dans ce monde incertain, réduire les incertitudes, mais en même temps avec cette difficulté quantitative d'anticiper ces événements qui vont arriver, mais dont il est très difficile d'anticiper à quel moment ou à quelle période ils vont arriver précisément. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place différents types d'outils qui sont assez complémentaires. Et donc voilà, on va présenter donc, avec Thierry l'ensemble de ces travaux. Enfin, on va dire, essayer au mieux de présenter ces types de travaux. Peut-être je te laisse la main, Thierry, pour démarrer sur le cadre conceptuel. Oui, merci beaucoup Sandrine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rebondis sur la dernière partie de ton introduction, Sandrine, qui est que nous, analystes de risque, on est confrontés avec ces transformations géopolitiques, comme tu l'as dit d'ailleurs,
avec les transformations climatiques, etc., à un type de risque qui est beaucoup plus difficile à intégrer de façon opérationnelle avec des outils probabilisables. C'est-à-dire qu'il nous est, autant nos outils quantitatifs sont extraordinairement efficaces pour anticiper avec un calendrier donné, une intensité donnée des crises de change, des crises économiques, des crises de paiement, même des chocs politiques internes, autant ils ne sont pas capables de fournir les mêmes informations sur le calendrier, les modalités, l'intensité des chocs, sur ces questions dont on sait qu'ils vont affecter les risques que vous, industriels ou financiers, prenez, mais sur lesquels on n'a pas l'historique statistique, hein, c'est-à-dire la loi des grands nombres, comme on dit, qui nous permettrait de déployer en quelque sorte ces outils fournissant avec précision un calendrier, une intensité, une modalité. Donc on est contraint en quelque sorte, parce que vous, investisseurs, vous devez quand même prendre des décisions dans cet avenir incertain. On ne peut pas réduire cette incertitude de façon probabilisable comme on est capable de le faire sur les questions économiques et financières. Donc, nous déployons un ensemble d'outils avec l'idée que cet ensemble d'outils vous permet à vous de mieux mesurer cette incertitude, même si elle n'est pas probabilisable. Alors, le cadre analytique des transformations géopolitiques mondiales, beaucoup d'entre vous nous ont déjà entendus là-dessus. On a évidemment, comme économiste, un regard qui est centré sur ce que la géopolitique veut dire en termes de géoéconomie, c'est-à-dire de capacité d'une ou deux puissances de structurer le monde, c'est-à-dire structurer les échanges de marchandises, de capitaux, de technologies autour d'eux. Et la recherche historique longue qu'on a menée sur ces questions nous a montré de façon très convaincante que sur ces aspects d'intégration économique et financière liés aux transformations politiques mondiales, le monde évolue par des vagues, enfin au travers de vagues successives, des vagues d'intégration autour d'une économie dominante, d'une ou deux économies dominantes, donc des vagues d'intégration qui sont assez longues, qui durent 50, 100 ans, et puis qui sont systématiquement dans l'histoire suivies d'étapes de disruption, de rupture de l'ordre précédent et de naissance d'un ordre nouveau. Alors, ces vagues, encore une fois, avec quelque chose qui est asymétrique entre la longueur de la phase d'intégration et une durée plus courte de phase de rupture. Et nous sommes aujourd'hui on peut dire que depuis la crise financière globale ou depuis 2010, nous sommes rentrés dans une période qui est cette période de disruption de l'ordre établi, c'est-à-dire dans laquelle on a l'émergence d'un compétiteur pour le rôle central qui est la Chine, face à celui qui détient aujourd'hui cette position centrale qui sont les États-Unis. Et donc, l'analyse historique qu'on fait montre que la tension stratégique, cette concurrence stratégique entre ces deux puissances qu'on qualifie nous de rang 1, est là pour durer. Elle est là pour durer non pas un siècle, mais au moins une dizaine d'années, peut-être 2 décennies. En tout cas, certainement, ceux d'entre vous qui suivent la Chine pourront dire au moins jusqu'à 2049, l'année du centenaire de la création de la République populaire de Chine. Et donc, dans ces périodes-là, à chaque fois dans l'histoire, la concurrence entre deux puissances de rang 1 laisse un espace, un champ ouvert pour ce que nous appelons, nous, des puissances de rang 2, c'est-à-dire des pays qui disposent d'un certain nombre des attributs de la puissance. Ça peut être militaire, ça peut être économique, ça peut être diplomatique, ça peut être d'influence, mais ils n'ont pas tous les attributs et ils n'ont en tout cas pas l'ambition ni la capacité d'être les acteurs centraux de la nouvelle phase de structuration du monde. Mais cette émergence ou le champ laissé à ces puissances de rang 2 crée un environnement qui est plus conflictuel, globalement plus conflictuel que la période d'intégration, donc la période dite de désintégration, ou en tout cas de rupture dans les modalités d'intégration précédentes. Cette période-là est associée historiquement à plus de conflictualité, puisqu'il y a des conflictualités qui sont surtout d'ailleurs autour des puissances de rang 2 qu'entre puissances de rang 1, on y reviendra tout à l'heure, mais des zones de conflictualité qui apparaissent à la fois aujourd'hui et dans l'histoire comme des zones dans lesquelles on a soit trop de concurrents pour l'influence régionale, donc beaucoup de pays qui se disputent en quelque sorte sur un même territoire l'ambition d'influence régionale et de jouer les puissances de rang 1, non pas l'une contre l'autre, mais de les jouer en quelque sorte, de les mettre en concurrence.
et au contraire les zones qui souffrent d'une absence de puissance structurante, d'une absence de puissance régionale. Et que sur la carte de la diapositive qui suit, que j'ai présentée à plusieurs d'entre vous déjà, hein, on voit bien cette géographie des puissances, donc de rang 1, les États-Unis, qui sont la puissance de rang 1 aujourd'hui, la Chine, qui est le concurrent pour cette position centrale dans l'organisation des échanges, que ce soit de capitaux, de marchandises ou de technologies, et puis des puissances dites de rang 2, alors avec une typographie, vous le voyez sur la carte, qui est un peu différenciée, suivant que ce sont des puissances de rang 2 complètes, la Russie, l'Union européenne, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Japon, et puis des puissances de rang 2 incomplètes ou plus fragiles, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud en Afrique, ou le Venezuela ou le Brésil en Amérique latine. Les espèces de patates qui sont dessinées en noir sur la carte, les 3 patates que vous voyez jusqu'à présent, sont les 3 zones mondiales dans lesquelles, en gros, il y a trop de crocodiles dans le marigot, c'est-à-dire il y a trop de puissances régionales qui sont concurrentes ou opposées dans la définition d'une influence régionale. Et donc, on voit bien, c'est le cas, et je crois que j'enfonce un peu des portes ouvertes ici, hein, mais c'est le cas d'un espace qui s'étend des pays baltes au Caucase et aux Balkans, où là, on a à la fois l'Union européenne, la Russie et la Turquie, hein, qui ont une influence régionale et une ambition régionale forte. C'est également la zone qui s'étend du Japon jusqu'aux Maldives, où là, on a à la fois une puissance de rang 1, la Chine, qui entend bien être le leader et l'influence incontestée dans cette région du monde, avec 2 puissances de rang 2, dont on connaît, en tout cas dans le cas du Japon, mais également dans le cas de l'Inde, le lien stratégique avec les États-Unis, l'autre puissance de rang 1. Et enfin, une zone qui s'étend de l'Asie centrale jusqu'à la Corne de l'Afrique, où là, on a à la fois 3 puissances régionales de rang 2, donc Iran, Turquie, Arabie saoudite, qui concourent pour l'influence dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la Corne de l'Afrique, et entouré de plusieurs puissances de rang 2, qui sont la Russie, l'Union européenne et l'Inde, qui ont toutes la volonté d'une influence dans cette région, plus la Chine évidemment, qui, au travers de son influence en Asie centrale, entend également avoir une influence sur cette région. Dans ces 3 régions, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les conflits seront plus nombreux. Et donc, nous devons, nous, aujourd'hui, nous préparer en quelque sorte, nous, vous, opérateurs, à des régions dans lesquelles on aura de façon non pas régulière, mais répétée, des tensions, y compris des tensions violentes, voire des conflits militaires. On les a déjà, évidemment, on le voit dans le cas du Moyen-Orient et dans le cas de l'Europe avec les conflits en Ukraine. Et puis la dernière zone, la dernière patate qu'il faut indiquer sur cette carte, c'est la zone qui s'étend en gros du Sahel à l'Afrique des Grands Lacs et qui est au contraire aujourd'hui une zone orpheline de puissance de rang 2, c'est-à-dire une zone dans laquelle aucun pays n'a une influence régionale capable de structurer la région, de la stabiliser, de lui donner une direction, et que donc c'est une région qui attire, notamment à cause des ressources critiques, hein, qui attire beaucoup de convoitises, et au fond, l'incapacité d'avoir une puissance de rang 2 capable de stabiliser la région dans un contexte de concurrence où tout le monde va vouloir opérer dans cette région pour un accès aux ressources stratégiques, ça crée évidemment là aussi une zone particulièrement vulnérable à l'instabilité liée aux questions géopolitiques. Alors, une fois qu'on a défini ce cadre analytique de plus de conflictualité, une première conséquence qui est très importante et qui est autour d'un mot qui est devenu extraordinairement à la mode au cours de ces derniers mois, c'est la notion de fragmentation. Donc la première conséquence de cette image, de cette cartographie du monde avec ces puissances de rang 2, hein, une dizaine de puissances de rang 2, 2 puissances de rang 1, les zones avec trop de concurrents, les zones avec pas assez de stabilisateurs, bah, tout ça, ça nous conduit à l'image ou à la perspective d'un monde qui se fragmente, c'est-à-dire qui est caractérisé par la mise en place de restrictions au commerce, hein, de restrictions au commerce, on le voit bien là tous les jours, entre États-Unis et Europe d'un côté, Chine de l'autre,
mais pas que. On voit l'Inde a été le champion mondial des mesures de restriction au commerce dans les 12 derniers mois, donc ça n'est pas limité aux puissances de rang 1, mais on voit bien que la multipolarité du monde et cette multipolarité hiérarchisée conduit à la mise en place de restrictions par rapport à une période jusqu'à la crise financière globale qui était caractérisée par ce processus qu'on a appelé de globalisation tous azimuts. Là, ce processus est arrêté. Il est arrêté, on a la mise en place de restrictions au commerce international, de subventions domestiques, d'aide à l'investissement dit de relocalisation, de contraintes très fortes sur les transferts de technologie. Donc on a bien une dissipation ou une détérioration de l'espace globalisé que nous avions auparavant. On a par ailleurs, et ça c'est très souvent oublié dans les analyses qui sont faites de fragmentation, c'est qu'on a des dépenses publiques considérables, c'est-à-dire une espèce d'inversion des politiques économiques et de priorité aux dépenses publiques qui sont associées aux conséquences de cette fragmentation, c'est-à-dire à la fois le réarmement général, partout dans le monde, une montée des dépenses militaires, et dans les pays qui sont au cœur de la fragmentation, donc les puissances de rang 1, éventuellement les puissances de rang 2, des politiques industrielles visant à favoriser la relocalisation stratégique, c'est-à-dire la relocalisation proche ou chez eux des secteurs industriels dont on pense qu'ils ont une importance, qu'ils donnent un pouvoir stratégique à ceux qui contrôlent ces éléments critiques. Tout ceci nous amène à une fragmentation du commerce mondial, c'est-à-dire la mise en place de mesures de restriction au commerce, conduisent évidemment à un ralentissement de la dynamique du commerce mondial, mais un ralentissement global, extrêmement différencié par zone, et avec ce qui est important pour nous, Européens, peut-être aussi pour nos amis américains, c'est un processus finalement dans lequel la sortie du processus de globalisation est concentrée sur le monde occidental, c'est-à-dire sur les États-Unis et l'Europe. Mais qu'il y a à la fois entre pays émergents et autour de la Chine un processus d'intégration commerciale qui continue. C'est une première conclusion très importante de cette lecture des tensions géopolitiques, et qu'au total, quand on combine les éléments de fragmentation du commerce, mais les éléments de dépenses publiques qui sont associés à la fragmentation, ou en tout cas à la concurrence géopolitique, on a au total des conséquences sur la croissance mondiale qui sont plutôt positives, qui ne sont pas négatives, mais avec une inflation qui, elle, est portée à la hausse de façon tendancielle et structurelle. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire récente, typiquement équivalent à ce qu'on a vu, par exemple, dans la période de tension américano-soviétique entre le début des années 60, la tension extrême, et le milieu des années 70, avec là aussi une croissance qui est soutenue en partie par ces dépenses à la fois militaires et d'autonomie industrielle, et qui conduit à une accélération tendancielle de l'inflation. Deuxième conséquence, donc au fond, une question, la fragmentation est très importante. La dernière chose en termes de conséquences de la lecture que nous faisons, de la grille de lecture conceptuelle que nous faisons, c'est que ce processus géopolitique conduit à un retour en force de l'État dans les processus de décision, y compris des entreprises. C'est-à-dire que la question géopolitique devient prioritaire pour les États. Elle devient prioritaire notamment par rapport à la place laissée aux équilibres de marché dans l'allocation des ressources, dans l'allocation des financements, et que donc on a un rôle qui devient très important et d'une certaine façon, non pas imprévisible, mais aléatoire, ou en tout cas incertain, de l'intervention des pouvoirs publics dans les mécanismes de prise de décision des entreprises. Alors, c'est à la fois tout ce qui est autour des aides, autour de ces plans publics, le IRA aux États-Unis, NGEU en Union européenne, des plans qui visent à stimuler avec un stimulus fiscal associé à des encouragements à l'investissement privé, qui visent à encourager donc certains secteurs. Et puis, à l'inverse, les obstacles qu'on met dans le sourcing à tel et tel pays. Donc, première chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'aides, beaucoup d'obstacles sur certains secteurs, sur certains produits, sur certains types d'entreprises. Donc, cette intervention, on peut dire musclée des États dans les mécanismes de marché. Le deuxième, c'est qu'il va y avoir une exigence, et vous le savez tous en entreprise, une exigence des États sur le suivi
par les entreprises elles-mêmes de la conformité, entre guillemets, de leurs fournisseurs aux évolutions géopolitiques décidées par les États. Donc, il va falloir en permanence ajuster, il va falloir que vous ajustiez en permanence les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, pour coller aux décisions des États sur les sanctions, les restrictions appliquées à tel ou tel partenaire ou tel concurrent stratégique. Il va y avoir, on le voit bien déjà, hein, la sélection de champions nationaux, c'est-à-dire que les États vont vouloir, dans cette concurrence stratégique, sélectionner le ou les quelques entreprises dans leur zone qui vont porter en quelque sorte le combat économique dans la tension géopolitique globale. Et puis enfin, très important pour nos clients investisseurs financiers, c'est que ça s'accompagne forcément de ce qu'on appelle une répression financière accrue, c'est-à-dire d'une intervention accrue des banques centrales, des trésors, des ministères des Finances, pour forcer, allouer, tirer en quelque sorte les allocations de financement, hein, les allocations financières, dans les mécanismes d'allocation de capital. Donc, au fond, une lecture conflictuelle qui nous dit nous entrons dans un monde où il y aura plus de conflictualité, avec un intérêt particulier sur les zones avec beaucoup de puissance et celles sans puissance, où il y aura plus de fragmentation commerciale et de politique publique de relocalisation industrielle, tout ça voulant dire une intégration économique et commerciale qui sera très différente en termes de pays, en termes de dynamique de l'intégration précédente, et enfin un retour en force de l'État à la fois stratège et régulateur. Alors une fois qu'on a dit tout ça, ça c'est le paysage, vous devez vous intervenir, investir dans des pays, dans des projets à l'international. Donc dans ce monde plus compliqué, avec plus de risques, hein, incontestablement, plus d'incertitudes, plus de conflits, plus de fragmentation, plus d'interventions étatiques, donc plus de questions sur la gouvernance. Comment on peut, sur chacun des pays dans lesquels vous intervenez, avoir un regard qui vous aide à prendre les décisions, je dirais, les yeux ouverts et non pas avec un bandeau sur les yeux. Et donc, comme l'a dit Sandrine, le premier exercice qui est essentiel dans cette démarche de réflexion sur le risque géopolitique, c'est quel est le degré de sensibilité individuelle de chaque pays aux transformations que j'ai décrites en quelques minutes des évolutions géopolitiques mondiales. Et donc là, d'où nous avons construit, alors vous savez qu'on a toujours un travail de recherche extrêmement pointu, extrêmement avancé sur les constructions d'outils. On a mis en place, certains d'entre vous le savent, un outil sur les risques environnementaux. Nous sommes en train de compléter un dispositif sur l'ensemble des risques politiques dans le contexte que je viens de décrire. Hein, donc, quel est le degré de risque de disruption politique, hein, au sens global, c'est-à-dire à la fois les disruptions liées aux questions politiques et domestiques, à la résilience des régimes, mais c'est là-dedans que nous introduisons notre première mesure quantitative du risque géopolitique, qui est la sensibilité de chaque pays aux transformations en cours. Et comme vous le voyez sur la partie droite de la slide, c'est une structure dite en poupée russe, hein, dans laquelle on a des concepts globaux qu'on distingue ensuite dans des concepts un peu plus détaillés, et puis chaque concept un peu plus détaillé est lui aussi cassé en plusieurs éléments élémentaires, et enfin on nourrit en indicateurs économiques, en indicateurs politiques, en indicateurs géographiques, en indicateurs culturels, historiques, donc du number crunching, chacune de ces briques élémentaires. Alors sur l'aspect géopolitique, on a une approche qui est très largement fondée sur des visions théoriques, hein, des questions géopolitiques, en distinguant deux dimensions dans cette sensibilité aux transformations géopolitiques, une dimension d'alliance, duquel des blocs, des puissances de rang 1 ou de rang 2, chaque pays est-il le plus proche? Est-ce que cette proximité crée une cohérence dans sa dimension de relations internationales ou au contraire de l'incohérence? Et au fond, comment ces alliances sont associées à des proximités géographiques, voire des contiguïtés territoriales qui, en quelque sorte, affaiblissent ou au contraire renforcent l'alliance qui est l'alliance politique qui est choisie par le pays. Donc, cette question des alliances, nous la distinguons ensuite en deux indicateurs différents.
l'intensité de l'alliance, sur lequel je vais revenir quelques minutes, parce que c'est ce sur quoi nous avons beaucoup travaillé dans les mois passés, et que c'est ça qui nous a amené à vouloir partager les premiers résultats. La question géographique, pour être tout à fait ouvert avec vous, est encore work in progress, parce que c'est une question très complexe. Dans un monde multipolaire, la question du positionnement géographique d'un pays par rapport à la fois aux puissances de rang 1, mais également par rapport aux puissances de rang 2, dépend du lien entre les puissances de rang 2 et de rang 1. Donc, c'est une logique un peu complexe, donc on est en train de finaliser. Et puis, deuxième dimension très importante, c'est ce qu'on appelle en français les ressources et les verrous critiques. Donc, en quoi un pays donné, un pays lambda, détient soit des verrous, soit des ressources qui sont critiques pour le reste du monde et qui lui confèrent par nature, par construction, une sensibilité particulière aux transformations géopolitiques. Un pays qui détient une ressource critique crée plus d'intérêt des grandes puissances, des puissances de rang 1 comme des puissances de rang 2, crée plus de probabilités de friction pour l'accès à ces ressources, pour l'accès à ces verrous, et que donc les pays y sont plus sensibles. Ça peut être également une source de force pour les pays, encore une fois, à condition qu'ils en aient la capacité politique et économique. Et dans ces verrous et ressources critiques, on distingue trois composantes. La composante technologique, donc la domination technologique dans les secteurs critiques, la question des ressources, et donc là, on distingue, nous, toute une série de matériaux, avec en degré de criticité maximum les matériaux liés à la transition énergétique et aux enjeux climatiques, puis les ressources énergétiques classiques, puis etc. Donc on a toute une liste de matériaux avec en quoi un pays détient des réserves importantes ou pas, etc. Donc ça, c'est sur les ressources. Et puis ce qu'on appelle les réseaux, ça couvre à la fois le contrôle des détroits critiques, le détroit de Malacca, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz, le détroit de Gibraltar, tous ces détroits qui ont un rôle de contrôle, en quelque sorte, sur les flux de commerce international, confèrent aux pays qui contrôlent ces détroits, évidemment, une sensibilité géopolitique particulière. Mais on intègre également, et là encore, c'est encore un work in progress, on n'a pas tout rassemblé, les réseaux au sens réseau informatique, réseau satellitaire, etc. Donc voilà la construction technique pour l'indicateur dit GPSI, un Geopolitical Sensitivity Index, et que dans cet ensemble, la question très difficile sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, c'est la question de l'intensité des alliances. Et donc, notre approche combine d'un côté une dimension diplomatique, quelle est dans la politique étrangère de chacun des pays le degré d'alignement sur, on peut dire, Chine, États-Unis, pour simplifier à ce stade. Et ça, nous utilisons pour ça un travail qui a été fait dans un cadre universitaire, un travail universitaire assez approfondi, qui s'appuie sur l'alignement des votes au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un indicateur qui souffre de nombreuses critiques, on pourrait passer beaucoup de temps à décrire ces critiques, mais qui a été retenu par tout le monde, notamment par le FMI, et que nous avons retenu pour le moment. Donc ça nous donne, au fond, est-ce que le pays vote à l'ONU plutôt comme les États-Unis et Europe, ou plutôt comme la Chine, Chine et Russie. Et on confronte cette dimension diplomatique avec ce qu'on appelle, nous, des liens de fait, c'est-à-dire des liens qui sont des liens concrets, qui donc posent des contraintes ou imposent des contraintes à chaque pays individuel. Ces contraintes de fait, on les a regardées avec trois aspects différents. Les contraintes liées à la fourniture de matériel militaire, je crois que ça devrait être clair pour tout le monde que si un pays a son matériel militaire qui est fourni à 90% par les États-Unis, c'est plus difficile d'avoir un rapprochement diplomatique très rapide avec la Chine. On l'a regardé également pour les marchés d'exportation. Si un pays dépend massivement de la Chine comme marché d'exportation, ça crée une relation où l'alliance diplomatique peut créer soit un avantage, soit un problème. Et puis, la question du financement en devises, qui sont les créanciers officiels qui contribuent le plus fortement au financement externe de chacun des pays.
Et donc, on combine, en gros, on a trois équilibres ou trois combinaisons entre, d'un côté, ce qu'on appelle, nous, la distance géopolitique, et de l'autre, un des indicateurs de fait. Alors, une illustration sur la slide suivante, c'est avec l'aspect militaire. Donc, sur l'axe, c'est un graphique. Alors, on a pris un échantillon d'une quinzaine de pays. Bon, plutôt un peu on les a pris, non pas au hasard, mais on les a pris dans chacune des zones. Donc, je pense que les acronymes sont clairs. S'ils ne le sont pas, posez les questions sur le chat, on y répondra. Mais donc ici, on regarde sur cette mesure d'intensité des alliances, on regarde la distance géopolitique, en tout cas la variation de distance géopolitique, c'est sur l'axe des abscisses. Plus on se déplace vers la droite et plus les pays se rapprochent en quelque sorte des États-Unis, plus on se déplace sur la gauche et plus les pays, en termes d'alignement de vote, se rapprochent de la Chine. Et puis sur l'axe vertical, on a un indicateur de l'importance respective États-Unis, Europe d'un côté, Chine, Russie de l'autre, en termes de fourniture de matériel militaire. Lorsqu'on est dans le haut du graphique, les États-Unis et l'Europe jouent un rôle dominant dans la fourniture de matériel militaire. Lorsqu'on est dans le bas du graphique, c'est la Russie et la Chine qui jouent ce rôle dominant. Une fois qu'on a fait ça, on peut tracer deux diagonales. La première, là, qui est en rouge, c'est la diagonale qu'on appelle, nous, une diagonale de cohérence. Alors, je prends un exemple, l'Égypte, que vous voyez en haut à gauche. L'Égypte est un pays qui, sur la période récente, c'est-à-dire entre 2015 et 2022, a opéré un rapprochement diplomatique avec la Chine, alors qu'il est majoritairement, très majoritairement dépendant des États-Unis, l'Europe, mais des États-Unis, pour la fourniture de matériel militaire. Donc, c'est un pays qui est aujourd'hui dans une zone de contradiction ou d'incohérence entre sa position diplomatique ou l'évolution de sa position diplomatique et son sourcing militaire. Très différent, par exemple, de pays comme le Mexique et le Brésil, ou le Cameroun, ou voire même le Maroc, que vous voyez en haut à droite, et qui, eux, ont une cohérence entre leur alignement diplomatique et leurs fournisseurs de matériel militaire. Donc, première diagonale, et donc on mesure, nous, une espèce de distance à cette diagonale pour voir quel est le degré d'incohérence entre l'examen de fait, matériel militaire ici, et la tendance diplomatique. Plus cette incohérence est forte, plus la sensibilité aux transformations géopolitiques dans les années à venir sera forte, parce qu'il faudra résoudre cette incohérence. La deuxième diagonale, qui est la diagonale bleu foncé, elle mesure un degré de polarisation. Alors, on comprend bien que les pays qui sont dans le haut à droite sont des pays qui sont à la fois plus proches diplomatiquement des États-Unis et plus dépendants du matériel militaire, mais si on avait mis ici les exportations, ce serait la même chose, plus dépendants en termes d'exportation, ou c'est sur la dette, plus dépendants en termes de financement des États-Unis. Ce sont donc des pays sur cette diagonale qui sont proches du camp occidental. À l'inverse, les pays comme le Mali, ici, sur ce graphique, qui a une cohérence forte, puisqu'il est à la fois un rapprochement diplomatique avec la Chine et une dépendance en termes de matériel militaire, où Chine plus Russie, surtout Russie, occupe une place dominante, donc une situation qui est cohérente, pas de risque d'incohérence. Par contre, un risque de polarisation avec les pays occidentaux qui est fort, et un risque de polarisation avec les autres pays qui sont à l'opposé de cette diagonale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de pays d'Afrique subsaharienne, il y a une polarisation géopolitique qui s'accroît de façon très forte entre, par exemple, Cameroun d'un côté et Mali de l'autre. Donc, on a une diagonale de polarisation qui nous aide à la fois à positionner le côté anti- ou pro-western, si on peut dire, et également les tensions entre deux pays. Si on avait, par exemple, deux pays frontaliers qui soient aux deux extrémités de cette diagonale de polarisation, alors le risque de conflit entre ces deux pays s'accroît. Donc, on déroule cette approche sur l'ensemble de nos indicateurs. Et donc, on peut, ici, pareil sur la slide suivante, une espèce d'illustration sur le même échantillon de pays, une illustration de carte de température, de heat map, où on a mis là les différentes lignes sont le degré de sensibilité. Donc, en vert, ça veut dire pas très sensible, et en rouge, ça veut dire très sensible. On s'est positionné ici dans la peau d'un investisseur européen, parce que vous comprenez tous qu'évidemment, si vous êtes un investisseur indien, vous n'avez pas la même perspective des risques géopolitiques que si vous êtes un investisseur européen. Donc ici, on s'est mis là dans la peau d'un investisseur européen, ce qui veut dire, pardon, j'ouvre une parenthèse, que les ratings géopolitiques doivent être adaptés à la localisation de celui qui les utilise, donc de vous en particulier, de vos clients en particulier.
Donc, on a ici là, un certain nombre d'indicateurs, on ne les a pas tous mis, hein, mais l'intensité des alliances autour de la question de fourniture de militaires, des exports, des dettes, la disponibilité de ressources critiques, la disponibilité de verrous critiques. Ici, on s'est concentré sur les détroits maritimes et on rajoute un élément d'intensité des conflits actuels ou des tensions, des crises actuelles, crises politiques actuelles, et puis un élément de polarisation anti-occidentale. Voilà, on a un ensemble et nous sommes capables, à partir de ces éléments, de calculer un rating. Donc, le rating GPSI sur la diapositive suivante, qui est un rating qui va de 0 à 100, comme nos indicateurs, comme nos ratings économiques et financiers, comme nos ratings politiques et gouvernance, comme demain des ratings environnementaux. Ici, on a donc un rating géopolitique qui va de 0 à 100, sans le pire, c'est-à-dire un pays extrêmement sensible aux transformations géopolitiques, à 0, un pays qui est complètement insensible. Alors, sur l'échantillon de pays qu'on a là, de façon un peu qualitative, ça permet de distinguer tout de suite 4 groupes de pays, hein, où on a les 2 pays pour lesquels notre indicateur est au-dessus de 60, donc là, une sensibilité pour les années à venir extrêmement forte aux tensions géopolitiques mondiales, l'Égypte et la Malaisie, peut-être pas forcément celui qu'on aurait désigné d'emblée dans la liste des pays, puis un groupe suivant où on est en gros entre 45 et 60 sur l'indicateur, je ne vais pas vous lire les pays, vous les avez, hein, un troisième groupe où on est, alors nous, dans nos matrix, entre 35 et 45, donc là où on rentre dans des sensibilités moins importantes, et enfin, un groupe avec les sensibilités plus faibles. Je dis tout de suite, parce que je suis sûr qu'il va y avoir une question, que le cas de l'Inde, il faut le prendre avec des pincettes, parce que nous n'avons pas, comme je le disais en introduction, intégré dans cette mesure l'intégralité des éléments géographiques qui, eux, pèsent plutôt négativement dans le cas de l'Inde. Je passe sur ce détail. Et ce qui est très important pour nous, c'est de regarder cette sensibilité géopolitique, qui n'est donc pas une probabilité d'occurrence de crise. Hein. C'est en quoi le pays est sensible. Et de croiser cet indicateur avec, ici sur le graphique de droite de la slide, avec notre risque premium, hein, que la plupart d'entre vous connaissent, hein, qui est notre coût du risque, hein, ce qu'on appelle le REC chez nous, Risk Related Extra Cost of Capital, ou prime de risque pays global exprimé en point de base. Donc, plus la prime de risque est élevée, plus on se déplace vers la droite, plus le risque pays avant la géopolitique est importante. Et puis, sur l'axe vertical, donc on a cet indicateur de sensibilité géopolitique. La taille des bulles, c'est la taille du PIB, hein, donc ça donne un peu une idée. Et bon, alors, à la main, on a entouré là, les quelques pays qui, objectivement, aujourd'hui, ont une combinaison de risque pays et de sensibilité géopolitique qui est plutôt attractive. Et donc là, on voit l'Afrique du Sud, des élections il n'y a pas longtemps, l'Inde, le Mexique. Hein, c'est intéressant, on a les 3 pays qui ont connu des élections le week-end dernier qui sont là dans cette zone. On a aussi le Maroc, on a le Chili, le Brésil n'est pas très loin. Et puis, on a des pays qui ont du risque élevé mais de sensibilité politique faible, comme par exemple la Côte d'Ivoire. À l'opposé, des pays qui ont un risque pays faible mais une sensibilité politique, géopolitique très forte, exemple la Malaisie, en partie l'Arabie Saoudite, les Émirats. C'est pour ces pays que les conclusions opérationnelles pour vous seront les plus difficiles. Parce qu'il faudra, en quelque sorte, décider de l'arbitrage entre un risque incertain mais une sensibilité élevée et un risque pays aujourd'hui faible. Et puis enfin, il y a les pays qui combinent les deux mesures élevées. Exemple, l'Égypte, où on a un coût du risque pays aujourd'hui qui reste très élevé dans le cas de l'Égypte, mais qui s'ajoute aujourd'hui, ou qui s'associe aujourd'hui à une dimension géopolitique très forte. Donc voilà, premier élément, premier outil, un rating. Deuxième outil, peut-être Sandrine, je te laisse le présenter plus rapidement que je ferai moi, le deuxième outil, les outils d'alerte. Et puis je terminerai, alors donc rapidement, vu le temps, avec le commentaire très rapide, les conclusions sur les points chauds. Oui, merci Thierry. Donc effectivement, donc ça c'est le premier élément le GPSI, hein, le Global Geopolitical Sensibility Index. Sur les scénarios, on va pas revenir là-dessus parce que ça c'est des travaux personnalisés que nous menons avec vous sur l'identification de narratifs, de scénarios et que nous appliquons ensuite dans un exercice de long terme au travers de nos modèles. Donc là, on ne va pas revenir là-dessus. En revanche, c'est intéressant de vous montrer également les outils que l'on a en interne sur les systèmes d'alerte précoce qui sont complémentaires
à l'analyse du risque que vient de présenter Thierry, parce qu'ils ont pour objectif de mesurer en temps réel des risques géopolitiques spécifiques au niveau global et pays par pays, basés sur des articles de la presse internationale. En fait, c'est comme ça que l'on fonctionne, c'est-à-dire que nous, on a des ponts qui vont lire l'ensemble de la presse internationale dans toutes les langues et dans tous les pays du monde. Et à partir de ces news-là, on va détecter avec nos modèles, hein, qui sont voilà, des modèles à la fois de traitement du langage et des LLM, le risque de tensions géopolitiques pays par pays sur un grand nombre d'articles, hein. On va chercher plus de 10 000 articles par jour sur cette thématique-là. Et donc là, on est évidemment, on continue la recherche, que nous menons d'ailleurs par ailleurs également sur des éléments économiques, hein, par pays. Mais là, sur les aspects géopolitiques, pour l'instant, on a construit 3 types d'indicateurs. Donc, on a d'abord un Country Buzz Index, dont l'objectif est de mesurer l'intensité relative par pays des tensions géopolitiques. Donc, c'est, on va dire, un indice de buzz du pays dans l'environnement géopolitique mondial. Ça, c'est le premier indicateur. Donc, voilà, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de presse internationale qui se focalise, il se passe quelque chose dans ce pays-là? Ben voilà, on a un indicateur de buzz qui s'allume. On a un deuxième indicateur qu'on appelle le Negative Mood Index. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'identifier et de mesurer le degré de négativité, hein, d'inquiétude sur des événements géopolitiques en cours. Donc là, on va cibler, on va dire, une thématique, hein, au travers de différents topics que l'on a identifiés autour de la géopolitique, et c'est d'essayer d'identifier pays par pays ce degré de perception négative relativement à un historique sur ce pays-là. Est-ce que les news géopolitiques dans ce pays-là sont particulièrement négatives en ce moment? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui explique en tout cas que ce mood est particulièrement négatif? Et pour aller un cran plus loin, on a construit également un indicateur de violence, d'intensité de la violence. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir des articles que l'on a sélectionnés pour le Negative Mood Index, on a construit un thésaurus spécifique qui va essayer d'identifier précisément le degré de violence qui est associé aux événements géopolitiques en cours. Donc, on a ces 3 types d'indicateurs qu'on a développés pour un certain nombre de pays et qu'on est en train d'étendre pour avoir la couverture géographique la plus large possible, et que l'on combine ensuite avec des indicateurs, d'autres indicateurs en temps réel de politique géopolitique que l'on obtient, par exemple, sur les conflits que l'on a sur les pays. Et encore une fois, avec cet objectif, combiné à cette analyse de sensibilité au risque géopolitique, d'être alerté, c'est-à-dire que quand vous couvrez un grand nombre de pays, que vous puissiez en tout cas avoir en temps réel si un pays est à risque, par exemple, est très sensible au risque géopolitique, et d'avoir cet indicateur d'alerte qui vous permet d'alerter quand il se passe vraiment quelque chose. Alors là, je vois l'heure, donc on présente juste quelques indicateurs globaux, hein, sur ces 3 types. Donc là, c'est tout pays confondu, hein, sur la géopolitique globale. Donc vous allez avoir le Global Buzz Index qui est à gauche, le Negative Mood Index global qui est au milieu, et puis l'indicateur de violence, d'intensité de violence sur le graphique de droite. Alors là, très rapidement, ce qui est assez intéressant, et on voit bien effectivement avec le débat et l'intérêt autour des risques géopolitiques aujourd'hui, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a une marche
d'escalier, hein, sans retour en arrière de ces inquiétudes. Donc, et ce qui nous motive, etc., à construire ces outils-là, c'est qu'il ouais, il y a une perception et une intensité de ces types de risques géopolitiques qui est de plus en plus prégnant dans la presse internationale et donc, donc sans retour en arrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression, hein, vous voyez, on a un saut juste avant les événements, les attaques du Hamas contre Israël. Après, on a encore un nouveau saut en avril 2024 et on a son période de retour en arrière. Sur le négatif Moon Index, c'est assez intéressant également parce qu'on a régulièrement des épisodes de négativité euh, extrêmes, on va dire, hein. On a quelques dates dans lesquelles on identifie des pics sur cet indicateur de négativité, hein. Là, on ne peut pas revenir complètement dans le détail, mais associé à chaque pic, on est capable d'identifier quelles sont effectivement les informations et les événements qui expliquent spécifiquement ces pics, hein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de regarder pays par pays. Mais on voit bien que c'est quand on a ces pics de négativité géopolitique pays, on ne revient pas complètement, ça ne se corrige pas complètement. C'est-à-dire que, alors je dirais pas qu'il y a une tendance, mais c'est-à-dire qu'effectivement, là on le regarde depuis un an, en mai, juin, on était quand même soit négatif, soit proche de zéro. On a un pic, on ne revient pas complètement au degré initial, puis on a un autre pic et puis qui se corrige assez lentement, mais qui ne revient pas non plus complètement à zéro. Et à chaque fois, on a l'impression, en tout cas, d'avoir une accumulation d'événements géopolitiques qui amène à cet indicateur de négativité assez fort et qui ne se corrige pas complètement. Et puis enfin, sur le degré d'intensité de violence, bah là, on n'a pas tout à fait le même profil, c'est-à-dire qu'on a plutôt comme un sismographe, hein, l'idée du sismographe, on a moins d'hystérésis, en tout cas sur ces indices de violence, et on a effectivement des pics qui sont plutôt, en tout cas, assez fortement corrélés au négatif Moon Index, mais dans lesquels on a un saut, et puis, mais pas de persistance, et on revient après vers zéro. Donc voilà, donc ces indicateurs-là, ces trois types d'indicateurs, ils permettent à la fois de mesurer en temps réel, donc c'est des indicateurs qu'on met à jour quotidiennement, à la fois le buzz, le degré de négativité de l'environnement géopolitique pays par pays et l'intensité des violences qui sont associées à ces événements géopolitiques. Je te repasse la main, Thierry. Je vois qu'il est déjà -10 passé, qu'on déborde un petit peu. Donc, peut-être, voilà, en quelques minutes pour laisser la place également aux questions à la fin. Oui, alors effectivement, on a toujours trop à dire hein, pour 1 heure. Donc là, je vais me contenter des conclusions. On a mis un certain nombre d'éléments sur les slides et je pense que vous pourrez recevoir l'ensemble des slides et regarder en détail. Donc, quelques mots de conclusion sur notre regard pour 2024 et 2025. Des 3 points qui restent aujourd'hui les 3 points les plus d'incertitude les plus critiques dans les dimensions géopolitiques, donc la guerre en Ukraine. Et là, notre diagnostic, et vous pardonnerez, hein, je le demande tout de suite, hein, le cynisme qu'on a quand on fait ces analyses de risque, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on discute de choses abstraites, etc., alors qu'on discute de situations désastreuses et extrêmement painful, hein, difficiles pour des populations entières. Donc, on a ce cynisme de façade, mais évidemment, je vous demande de le pardonner, en tout cas de l'excuser. Alors, sur la guerre en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne de l'été dernier s'est arrêtée. La Russie a mis en place une économie de guerre qui fonctionne et il y a une fatigue récurrente dans le soutien financier et militaire à l'Ukraine, même en dépit, si je puis dire, de l'accord qui a été trouvé il y a quelques mois aux États-Unis. Mais on voit bien que ce soit en Europe ou aux États-Unis, la répétition du soutien financier et militaire à l'Ukraine est de plus en plus compliquée. Et donc, au total, on en tire l'idée que, une victoire complète de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il serait capable de repousser la Russie en dehors, non seulement
des territoires occupés depuis le début du conflit actuel, mais également des territoires qui avaient été occupés depuis 2014, y compris la Crimée, cette victoire-là nous paraît impossible. Je crois que l'objectif principal, en tout cas des soutiens occidentaux de l'Ukraine, c'est de ne pas permettre une victoire éclatante de la Russie, hein, qui serait évidemment, du point de vue en tout cas des puissances occidentales, quelque chose, un encouragement indiscutable pour la Russie. Donc, le scénario le plus probable, c'est une guerre qui se prolonge, donc un conflit qui se prolonge, avec, pour nous, d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année 2025, soit d'un côté un début de négociation avec la Chine contraignant ou conduisant ou invitant de façon plus explicite que ce qu'elle ne fait aujourd'hui la Russie à accepter une négociation dans laquelle elle tirerait un certain nombre d'avantages, et notamment de garder l'ensemble des territoires occupés, et en même temps, du côté occidental, une pression sur l'Ukraine pour accepter d'une certaine façon un démembrement du pays, malgré, si je peux dire, ou en dépit à la fois de la détermination des Ukrainiens et des souffrances qu'ils ont subies dans la destruction de leur pays. Alors, ça peut être soit des négociations si les puissances de rang 1 parviennent à influencer leurs alliés respectifs dans ce conflit, ou en tout cas leur proximité respective dans ce conflit. Et sinon, l'hypothèse d'un gel du conflit sans vraiment de négociation, c'est-à-dire une espèce de pourrissement, de stabilisation. Et alors, j'ai mis à la coréenne, hein, vous savez tous hein, qu'il n'y a pas d'accord de paix dans la péninsule coréenne depuis la guerre de Corée de 1950. Et donc, on est depuis 70 ans sans accord. Je ne dis pas qu'on resterait 70 ans, mais il n'est pas du tout impossible qu'on ait une situation de ce type où il y ait au fond un gel des positions. Et c'est sans doute, en tout cas, la première conclusion forte, c'est une espèce de poursuite de l'effort de guerre, en tout cas des violences militaires jusqu'à la fin de l'année, avec un processus qui se dirigerait vers une espèce de gel, soit négocié, soit non négocié. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ce contexte-là, la Russie continuera, dans les zones d'influence que j'ai dessinées sur la carte tout à l'heure, à avoir un processus de ce qu'on appelle dirty warfare, hein, de guerre hybride, donc influence, cyberattaque, voire attentats, etc., dans toutes les zones qu'elle considère comme le ventre mou de sa périphérie, hein, et ce que j'ai évoqué, donc le Balkan, le Caucase, la zone balte, et l'Asie occidentale et l'Asie centrale. Une dernière incertitude de la géopolitique qui vient, c'est quand même la question politique interne. Alors nous, on est de ceux qui considèrent qu'on est en Russie en plein dans le syndrome qu'on appelle nous de la cocotte minute, c'est-à-dire il y a des tensions sous-jacentes qu'on estime assez fortes, mais qui sont aujourd'hui évidemment étouffées et très efficacement réprimées par l'appareil de répression russe. Mais voilà, il y a un moment où le risque, ce que je dis toujours hein, pour ceux qui font de la cuisine, c'est que si vous soudez la soupape de la cocotte minute, ce que font les autorités russes aujourd'hui, c'est qu'un jour ou l'autre, la cocotte explose et c'est la cuisine entière qui est en ruine. Donc, ça veut dire que le régime russe a une dimension de fragilité aujourd'hui qui est ce syndrome de cocotte minute. Deuxième mot de conclusion sur le Gaza et le conflit au Moyen-Orient. Alors là encore, je ne rentre pas dans des discours polémiques hein, où je n'attribue pas en quelque sorte des responsabilités. Ce qu'on peut dire, c'est que notre diagnostic avant la guerre sur le Moyen-Orient était que c'était une région éminemment instable de toute façon. Hein, on avait des poches d'instabilité hein, qui sont liées, si on peut avoir la diapositive suivante, qui sont liées à des éléments qui sont des éléments de très long terme, hein, donc qui ne vont pas du tout disparaître. C'est les ressources pétrolières, les inégalités de revenus dans la région, la multiplicité des acteurs, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure avec la carte du monde, c'est le cœur de l'islam fondamentaliste et c'est l'histoire très très particulière d'Israël. Donc tout ça constitue une recette, on peut dire un cocktail d'instabilité durable. Donc, le retour à une stabilité durable, pour nous, est vraiment une possibilité extrêmement lointaine et à probabilité extrêmement faible. En même temps, on constate que la dynamique précédente, qui était d'un mécanisme de reconnaissance d'Israël et d'une polarisation différente dans la région, cette mécanique-là n'est pas complètement interrompue par le conflit. Alors, elle est évidemment en termes immédiats, mais que ce soit le rapprochement Arabie Saoudite-Iran, les accords d'Abraham, bien sûr, le rapprochement qu'on constate sur la période récente entre Turquie, Égypte et Arabie Saoudite,
la normalisation de la position syrienne dans le monde arabe, tout ça ne s'est pas interrompu, ne s'est pas renversé de façon forte. Au total, le diagnostic, c'est qu'un embrasement militaire général de la région, tout comme un blocage du détroit d'Ormuz, ne nous paraissent pas les hypothèses les plus vraisemblables. L'hypothèse vraisemblable, c'est qu'on contient la violence militaire, en particulier Israël-Iran, que les pays du Golfe en particulier essaient de jouer un rôle, on le voit bien dans le rôle du Qatar, on le voit bien dans le rôle de l'Arabie Saoudite, un rôle de médiation ou en tout cas de réduction de l'intensité du conflit et de genèse d'une solution au moins partielle sur la question palestinienne. Donc au fond, une région qui reste durablement instable, mais sans embrasement généralisé, sans conflit généralisé, sans blocage du détroit d'Ormuz, mais avec en contrepartie, ce qui n'est pas une implication régionale, mais ce qui a des implications pour nous, c'est le renforcement du sentiment anti-occidental dans l'ensemble du monde musulman. C'est-à-dire la perception du double standard de l'Occident dans sa relation avec Israël versus sa relation avec le reste du monde, si je peux dire, et que ce double standard alimente partout dans le monde et est alimenté et nourrit un discours anti-occidental. Donc le coût finalement majeur du conflit en Israël autour de Gaza et de la Palestine, c'est un coût pour nous, puissance occidentale, davantage que le risque d'un embrasement général. Dernière question, Chine et Taïwan. Là encore, on a tous des idées, on a tous des thèses. Nous, on utilise à la fois notre lecture théorique et les différents instruments quantifiés qu'on a mis en place pour dire qu'aujourd'hui, alors, on considère que le plus probable, non, c'est pas dire que c'est certain, le plus probable, c'est la poursuite d'une stratégie chinoise d'intimidation, en gros, de rendre la vie à Taïwan beaucoup plus difficile dans un contexte où il n'y a pas de rapprochement volontaire, entre guillemets, entre Taïwan et la Chine. Donc, évidemment, avec l'élection du nouveau président et les réactions, vous voyez sur la carte de droite, là, les manœuvres qui ont été menées par la Chine immédiatement après l'investiture du nouveau président et de son discours sur le besoin de négocier et une espèce de volonté d'autonomie politique de Taïwan. Au total, là encore, pour des tas de raisons, un conflit, une annexion forcée directe de Taïwan ne nous paraît pas le scénario le plus probable, en tout cas dans les 2 ans qui viennent. Par contre, la poursuite de mesures d'intimidation et en quelque sorte de difficultés systématiques mises pour Taïwan, pour ses partenaires, nous paraît très forte. Donc ça veut dire pas de rupture majeure, mais la probabilité, par exemple, de blocage temporaire. On pourrait avoir pendant un mois un blocage des flux de navigation dans le détroit de Taïwan. Ça, c'est pas du tout implausible. Il nous semble que dans la région, on sous-estime aujourd'hui, à cause de la focalisation sur Taïwan, un risque qui nous paraît paradoxalement plus prégnant à court terme, qui est une nouvelle déstabilisation de la péninsule coréenne. Et en gros, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il y a dans cette région sans doute pas la perspective de conflit militaire, sans doute pas la perspective d'un embrasement de violence, mais la perspective de difficultés dans l'insertion commerciale. C'est-à-dire que ce soit un blocus, que ce soit des sanctions, que ce soit des tensions temporaires sur certains ports, et que tout ça veut dire que la plausibilité d'interruption temporaire dans les sources d'approvisionnement critiques, puisqu'on sait bien qu'aussi bien Corée, Chine que Taïwan sont des acteurs critiques, que cette probabilité d'interruption temporaire est sans doute le risque principal lié aux tensions géopolitiques dans la région autour de Taïwan. Voilà, j'en dis pas plus sur les points chauds, j'y reviendrai le cas échéant s'il y a des questions. On a déjà passé l'heure. Et donc, voilà. Merci en tout cas de votre patience. Je suis sûr Merci Thierry. que vous convenez que c'est un sujet compliqué et donc on a fait les efforts, mais pas assez pour que ça tienne en 1 heure. Merci Thierry. Bon, voilà, c'est difficile de tenir en 1 heure. Nous, on espère évidemment, au travers de ces travaux de recherche, vous intéresser en tout cas
à nous confier, ou en tout cas à vouloir collaborer sur ces sujets de risques géopolitiques, hein, à la fois pour mieux détecter, appréhender ces différents risques au travers le monde pays par pays. Donc nous, en fait, voilà, on propose de cet accompagnement. C'est d'ailleurs assez simple, hein, sur notamment le Geopolitical Sensibility Index, là, le GPSI. C'est au travers d'un abonnement, hein, ça se fait, on va dire, comme dans cette logique risque pays que l'on a habituellement, c'est-à-dire un abonnement générique sur ces types de risques, dans lequel on échange individuellement avec vous pour accompagner dans vos prises de décision, investissement, stratégie, opération. Et donc, c'est à la fois une présentation, la mise à disposition de l'ensemble de ces indicateurs GPSI pays par pays que l'on met à jour tous les 6 mois, et puis une publication. Et ça, juste pour être très transparent, c'est un package de 5 000 euros par an, donc dans cet accompagnement. Donc, évidemment, avec Morgane, on est à votre disposition pour échanger là-dessus. Donc, voilà, on se veut toujours être une équipe d'économistes et de data scientists à votre disposition pour échanger sur ces questions de risque pays et ici spécifiquement sur les risques géopolitiques. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un petit mail pour fixer ensemble un call qui n'engage en rien, mais pour aller un peu plus loin, pour mieux comprendre vos considérations. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a notre approche interne, mais qui est applicable à votre activité. Et donc voilà, on est très preneur d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Peut-être qu'on peut prendre, et on dit ça, déjà des questions, Morgane, peut-être, est-ce qu'il y avait des questions spécifiquement auxquelles on pourrait répondre dès maintenant? Oui, complètement. Alors, je vois 12h05, mais bon, j'ai confiance en votre esprit de synthèse pour essayer de répondre avec des messages importants aux quelques questions que je vais vous soumettre. Hein, beaucoup de réactions, bien évidemment, par rapport à ce qui a été présenté. Donc, je propose de vous partager peut-être 2-3 questions pour respecter le timing. 2 premières questions, tout d'abord, qui se réfèrent au premier outil qui a été présenté. Et la première de ces questions est: est-ce que la sensibilité du risque politique peut contribuer à réduire le risque pays global? Ça, c'est la première question. Alors, je ne sais pas si Thierry, je te partage également la deuxième réaction par rapport à cet outil. Et la question est: est-ce qu'on intègre justement ces notations de sensibilité au risque géopolitique dans notre propre modèle de risque pays? Et si oui, comment on le fait? Tu as coupé ton micro, Thierry. Pardon. Les 2 questions sont très liées. Alors, nous n'intégrons pas aujourd'hui dans nos mesures de risque pays classiques, nous les intégrons que, comme ce qu'on a montré ici sur cette slide, c'est-à-dire en combinaison. C'est-à-dire qu'on combine la mesure du GPSI avec nos mesures habituelles de risque pays. Nous n'avons pour le moment pas fait de calibrage qui permettrait de dire quel montant de primes il faudrait rajouter pour un pays qui a une sensibilité géopolitique forte. Donc, la réponse est que pour le moment, non, nous les combinons ensemble, mais nous ne les ajoutons pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui viendrait ajouter une couche supplémentaire de premium de risque à nos primes globales de risque pays. Par contre, comme dans le graphique là, on combine les deux, ce qui nous permet de détecter les pays pour lesquels la combinaison est particulièrement inquiétante, ce qui suggère, même si ça n'est pas calibré, un coût du risque supplémentaire. Et ça revient à la première question, c'est-à-dire que pour nous, la situation géopolitique ajoute du risque, elle n'en réduit pas. Elle ajoute du risque, c'est-à-dire un pays qui aurait la sensibilité aux transformations géopolitiques la plus faible garderait son coût du risque tel qu'il est mesuré. Ça ne le réduirait pas. Il n'y a pas, nous voyons l'incertitude géopolitique vraiment comme au sens fondamental de la notion de risque. C'est une incertitude supplémentaire qui va rester avec nous pendant au moins une dizaine d'années, qui réduit nulle part le risque pays, qui peut permettre d'améliorer l'attractivité d'un pays. C'est-à-dire qu'un pays, par exemple, qui détient des ressources critiques peut devenir plus attractif pour un client
même si ça fait prendre quand même un risque supplémentaire. Donc, les réponses aux questions sont très simples. Non, le GPSI ne peut pas réduire le coût du risque, il peut simplement l'augmenter. Nous n'avons pas aujourd'hui le calibrage statistique qui nous dit pour un montant, pour un indicateur GPSI, par exemple à 50, voilà la prime de risque supplémentaire. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais nous combinons les deux éléments ensemble, le GPSI et le coût du risque avant intégration géopolitique, et ça nous permet d'avoir un diagnostic qui conduit donc à vous inviter à renforcer la prime de risque sans qu'on ait aujourd'hui de calibrage. J'espère que ça répond au moins partiellement aux questions. Alors, une autre question qui cette fois-ci fait référence à nos outils d'alerte, peut-être pour toi Sandrine. Dans le Global Buzz, ne craignez-vous pas la surreprésentation de zones ou de pays au détriment d'autres dans un cycle journalistique qui n'est pas celui de la réalité des événements? Ah oui, bah alors très bonne question. C'est pour ça que là, je pense qu'on parle du Global Buzz Index. En réalité, le plus pertinent est probablement d'aller voir pays par pays, parce qu'effectivement, je le rappelle, là, on a juste représenté le Global Buzz Index qui, quelque part, vous avez raison, met en avant la tension géopolitique globale, mondiale, qui est peut-être expliquée surreprésentée par quelques événements, mais qui en même temps finalement impose cette tension, que ce soit effectivement les points chauds, les rivalités US-Chine, impose ce climat de géopolitique plus fort au reste du monde. Et par contre, effectivement, ensuite d'aller voir, nous on calcule des indicateurs de buzz et de négative mood index pays par pays, dans lequel, par exemple, sur le negative mood index, on regarde sur ce pays-là, est-ce que les news sont, on va dire, beaucoup plus négatives à un moment par rapport à son degré de news géopolitique négative habituel dans ce pays-là. Donc c'est là où on va dire qu'on a un global buzz index qui reflète l'environnement global géopolitique, je pense. Vous avez raison. Et ensuite, mais qu'il faut combiner, évidemment, rentrer dans le détail pour avoir vraiment le degré d'un pays, aller sur les indicateurs pays par pays pour être alerté de l'aspect plus négatif sur les risques géopolitiques à un moment donné par rapport, on va dire, à son mood négatif historique, on va dire. Oui, je pense que ce que tu dis est très important. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse pays par pays des mesures relatives à l'historique permet d'éviter le biais que vous avez souligné et qui est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'intéressent personne. Mais nous, les pays qui n'intéressent personne, je le caricature évidemment, c'est pas ça. S'il y avait 5 articles qui ont parlé historiquement et que d'un seul coup, il y en a 25, même si 25 articles, c'est pas beaucoup, ça sera dans notre buzz. C'est-à-dire qu'on aura pour le pays Tartampion une hausse du buzz sur le pays parce que c'est mesuré en termes relatifs. Un pays qui est tout le temps présent dans les news, évidemment, le buzz, on l'allumera quand on aura quelque chose de relatif par rapport à ce buzz. Et puis, dernier élément, c'est que pour nous, c'est bien la combinaison des trois qui est intéressante à regarder, c'est-à-dire le buzz index, le negative mood index et le violence index. Parce que c'est lorsque les trois enregistrent en quelque sorte une dynamique simultanée qu'on sait que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc, c'est chacun des indicateurs a ses vertus et ses limites. La combinaison des trois renforce les vertus et réduit les limites. Alors, une dernière question peut-être non, Sandrine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y, Morgane. Donc, voilà, je propose de terminer par cette question qui, à mon avis, intéresse voilà, tous les participants et sur lequel on a peut-être des choses à partager avec des travaux futurs que vous allez peut-être voilà, distiller quelques informations. Mais voilà, une possible élection de Trump pourrait-elle changer les rapports conflictuels actuels? Ah bon, ça, c'est the mother of all questions, comme on dit. C'est la mère de toutes les questions. Si on devait identifier aujourd'hui un risque géopolitique dominant dans le calendrier que nous avons de l'année, c'est certainement l'élection de Donald Trump, une réélection de Donald Trump. À la fois
parce que Donald Trump est Donald Trump, mais aussi parce que ça reflète quand même quelque chose de l'électorat américain. C'est-à-dire, une fois, on ne sait pas trop, peut-être on vote pour quelqu'un dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, une deuxième fois, on sait. Donc, quelque part, l'élection de Trump est peut-être moins inquiétante pour ce qu'elle dit de ce que Trump va faire que ce qu'elle nous dit sur la société américaine et son degré de polarisation, qui est pour nous, je le dis en passant, un des éléments de géopolitique les plus préoccupants dans notre diagnostic global. C'est la polarisation aux États-Unis de façon très visible, mais dans la plupart des pays du monde, y compris en Europe. Donc, cette question de polarisation est très importante. Et donc, l'élection de Trump, oui. Mais en même temps, la logique historique qu'on décrivait depuis de ce monde multipolaire hiérarchisé, elle existe indépendamment des leaders. C'est-à-dire que, et on l'a vu avec la succession Trump-Biden, la tension stratégique entre la Chine et les États-Unis, c'est pas du tout réduite avec Biden. Alors effectivement, elle n'a pas pris les mêmes habits. On parle moins, c'est moins de gesticulation, moins de mouvements de bateaux militaires et des sanctions technologiques très ciblées, des droits de douane punitifs, des restrictions à beaucoup, donc des influences sur les pays tiers. Donc la tension stratégique sino-américaine qui définit l'ensemble du cadre géopolitique, elle est en quelque sorte indépendante de qui est à la Maison-Blanche. Ce qui est plus compliqué, c'est la relation des États-Unis avec les puissances de rang 2. C'est-à-dire, la rivalité stratégique sino-américaine est là pour durer, que ce soit avec Trump ou pas. Alors évidemment, quand Trump raconte dans les conversations que s'il avait été lui à la place de Biden, il aurait déjà bombardé Moscou et Pékin, évidemment, on voit bien que c'est un type de réaction. En même temps, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, c'est le choix de Trump qui a permis l'adoption, c'est-à-dire la décision de Donald Trump et les messages qu'il a passés aux sénateurs républicains, qui a permis l'adoption du dernier package de 60 milliards d'aides militaires américaines. C'est-à-dire qu'il y avait l'obstruction, comme vous le savez, des républicains, et c'est Donald Trump lui-même qui a, dit-on, mesuré à quel point une victoire éclatante de la Russie rendrait la position géopolitique de superpuissance des États-Unis plus menacée, et qui donc a demandé à ces... Ce qui veut dire qu'il y a un certain pragmatisme, d'une certaine façon, de Donald Trump, et que ces politiques vont s'inscrire dans cette logique historique globale que j'ai décrite. La question, encore une fois, c'est l'état des relations avec les puissances de rang 2, et donc la confiance dans la protection ou l'alliance, l'intensité des alliances avec les États-Unis. Et oui, on peut dire qu'incontestablement, l'intensité des alliances entre les États-Unis et les puissances de rang 2 avec lesquelles elle est aujourd'hui alliée sera soumise à des chocs plus importants si Donald Trump est élu. Voilà, peut-être, j'en dis pas plus parce que Donald Trump, l'équipe bosse beaucoup en ce moment sur que serait le monde avec Donald Trump. On l'abordera avec vous dans les présentations parce qu'effectivement, avec l'équipe, on est en train de travailler sur l'impact potentiel de l'élection de Trump d'un point de vue conjoncturel à la fois pour les US et la zone euro en particulier aussi. Et d'ailleurs, ces outils d'alerte, initialement, en fait, on les avait travaillés sur les élections, notamment US, ce qui nous avait permis, il y a de nombreuses années, d'amener justement ce doute sur les enquêtes sur les élections américaines et qui nous a permis de détecter qu'en fait, il y avait une possible réélection de Trump contre Clinton il y a de nombreuses années. Donc évidemment, on refait tourner ces modèles-là pour ces élections-là et puis des mesures d'impact en fait également que l'on... Donc ça, toute l'équipe est en train de travailler là-dessus et fera office d'un point lors des présentations que l'on a avec vous à la fin de ce mois-ci ou au cours du mois de juillet, évidemment. Je rappelle effectivement qu'on est à votre disposition pour pousser ces sujets-là. On va vous transmettre également d'ici demain les slides de cette présentation sur les outils et puis sur notre compréhension de la géopolitique aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, on se tient à votre disposition. On vous remercie en tout cas d'avoir consacré cette heure à écouter à la fois nos points de vue et nos outils pour vous accompagner encore une fois dans ce monde incertain. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.